Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Gérondon, qui est l'auteur de la Dream Team, le manuel de survie pour devenir un très bon manager. Alors, Ludo, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. En deux, trois mots, donc moi c'est Ludovic, j'ai 36 ans. Et en deux mots déjà mon parcours. Moi j'ai travaillé dans un début de parcours professionnel plutôt dans des grosses boîtes, dans l'univers du marketing digital, chef de produit, product owner, etc. Et ensuite je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai fondé une boîte en 2011 qui s'appelle Paris Zigzag, qui est un média en ligne sur Paris. D'ailleurs, Frédéric, toi tu étais très proche de moi à ce moment-là, lors de la jeunesse du projet. Et en fait, c'est une boîte que j'ai eu la chance de pouvoir développer pendant pas mal d'années. Donc, il y a un média en ligne sur Paris, plutôt sous l'angle Paris insolite, historique. Donc, un gros volet éditorial, un aspect un peu événementiel avec des balades un peu décalées dans la ville. Et donc, une grosse communauté, en fait, qui nous suit, qui nous suivait et qui continue à suivre Paris Zigzag sur les réseaux sociaux, sur la newsletter, etc. Et c'est une entreprise que j'ai cédée fin 2016. Il y a à peu près 3 ans. Et depuis, j'ai quitté l'univers de l'entrepreneuriat, mais en fait qu'à moitié, puisque j'ai rejoint une super aventure qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui est une association qui accompagne des entrepreneurs, des start-upers. On a pu accompagner des boîtes comme Michel Augustin, My Little Paris, qui sont Mano Mano, qui sont des noms en général que les gens connaissent. Mais on accompagne chaque année des dizaines et des centaines de boîtes, de gens qui sont déjà lancés, mais qui ont besoin d'accompagnement pour les aider à se développer. Et en parallèle, du coup, pour reboucler avec Dream Team, de tout ça, moi, j'ai un fort intérêt à la fois pour l'écriture, à la fois pour l'entrepreneuriat, à la fois pour le management. Les sujets humains m'ont toujours intéressé. Et en fait, j'ai la chance chez Réseau Entreprendre de côtoyer donc des entrepreneurs, on va dire, à succès et qui ont réussi, eux, à fédérer très, très, très bien des équipes, à fédérer des gens autour de leur projet. Et donc, tous les jours, ça fait 3 ans que j'y suis, et tous les jours, je note sur mon téléphone tous leurs tips, techniques, méthodes qu'ils peuvent me partager au quotidien sur comment recruter la bonne personne et surtout faire en sorte qu'elle donne le meilleur d'elle-même une fois qu'elle est arrivée dans la boîte. Et donc, j'ai décidé, à partir de cette matière première, derrière, d'aller au-delà du cercle des startups et d'aller à la rencontre d'un maximum de managers. J'ai pris mon bâton de pèlerin, on va dire, et pendant de longs mois, j'ai rencontré plus de 450 personnes qui sont à la fois pour un tiers issus de start-up, un tiers en PME et un tiers en grand groupe, parce que je trouvais ça intéressant de faire converger un peu les différents points de vue, parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait du bon en management et du mauvais partout. Ensuite, en fait, ça a donné ça. La Dream Dream Team, le Team. bouquin. Exactement. Dream Team qui est sorti donc en novembre 2019. Petite particularité d'ailleurs, je me suis auto-édité. Et donc en fait, c'est un livre qui concentre les meilleurs, encore une fois, techniques, astuces, méthodes de plus de 450 managers ça va du recrutement jusqu'à comment se séparer d'un collaborateur, comment faire des points one-to-one, comment engager ses collaborateurs. Et c'est un livre vraiment très actionnable, très concret. Et les retours alors j'ai la chance de le voir très bien démarrer puisqu'il est numéro 1 sur Amazon dans plusieurs catégories. Et en fait, les retours que j'ai des lecteurs, c'est que voilà, c'est un outil de leur quotidien qu'ils achètent. Ils lisent pas forcément tout d'un coup. Et en fonction de leurs problématiques, ils viennent piocher ce qui les intéresse. Ils vont dans le chapitre auquel ils sont confrontés dans la vraie vie. Et puis, ils le laissent sur leur bureau et puis ils le reprennent dès qu'il y a une nouvelle problématique qui se présente à eux. Voilà dans les grandes lignes qui je suis D'accord. Bah et où on en est sur justement, ce projet Dream Team. si on rentre un petit peu dans le concret, dans le vif du sujet, commençons par un sujet qui intéresse pas mal de monde, c'est je suis néo-manager. Par exemple, j'ai monté une start-up ou je suis freelance et je vais recruter, par exemple, un stagiaire ou je vais recruter une assistante virtuelle ou physique. Ou même je suis néo-manager dans une grande boîte. Euh, Quels sont les petits tips, quelles sont les choses en fait qu'il faut surtout pas oublier parce qu'on se dit manager, bon bah voilà, je vais rencontrer la personne, on va faire les objectifs, on va faire un point, on a l'entretien annuel. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça qui va faire, un, déjà que le collaborateur va être engagé, et deux, faire en sorte que cette motivation va continuer dans le temps. Alors, dis-moi tout. Alors, oui, il y a beaucoup de choses autour de ce thème, mais si je retiens vraiment l'essentiel, je dirais que, en fait, manager quelqu'un, déjà, premier point, c'est intéressant ce que tu disais, parce que ça commence, on n'est pas manager quand on a 5, 10, 20, 200 personnes, en fait, sous sa responsabilité. On devient manager dès qu'on a, ne serait-ce que un alternant ou une stagiaire
Dès qu'on a quelqu'un qui nous est rattaché hiérarchiquement, en fait, on devient manager et on a du coup une responsabilité forte, puisque en fait, c'est le début de parcours professionnel de ces personnes-là qui nous sont confiées. Donc ça, c'est un premier point. Et pareil, moi, je vois tous les jours des gens qui ont 26 ans et qui commencent à manager un ou une première stagiaire qui a 22, 23 ans. En fait, ce sont déjà des managers. Donc, c'est déjà en avoir conscience. C'est, encore une fois, il ne faut pas attendre d'avoir 10 ans de parcours de vie professionnelle dans les pattes pour se dire, ah, ça y est, je suis manager. Non. Premier stagiaire qu'on a sous sa responsabilité, il faut déjà saisir l'importance du sujet. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je dirais que la première chose à faire quand on devient un manager, c'est d'utiliser un premier outil, qui est un outil à la fois simple, mais qui demande d'être bien maîtrisé pour être pleinement efficace, qui est le one-on-one, le one-to-one, l'entretien en tête-à-tête. Il y a plusieurs manières de l'appeler, qui est concrètement, et moi, au travers des 450 rencontres que j'ai pu faire, de la synthèse de tous les échanges. Ce qu'il faut idéalement, c'est avoir un point en tête-à-tête avec son collaborateur ou sa collaboratrice, encore une fois, que ce soit stagiaire, alternant, même freelance, si on bosse de manière très rapprochée avec cette personne-là, et évidemment, personne en CDI, c'est de faire un point de 30 minutes chaque semaine. Et c'est un point important où on va mettre de côté les sujets opérationnels, les sujets du quotidien. On n'est pas là pour parler boulot au sens mission, tâches qui sont en cours. C'est pas une revue de projet, une revue de sa to-do list. Surtout pas. C'est un moment où, au contraire, on va un peu fermer l'ordinateur et on va prendre de la hauteur par rapport au quotidien du collaborateur. Donc là, les échanges qu'il faut avoir avec lui ou elle. Là, je te donne en 2-3 mots les clés, et puis après, on passera à d'autres points. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un moment privilégié où c'est au collaborateur de parler. C'est vraiment son moment. Et en général, des échanges aussi que j'ai pu avoir, l'idéal, c'est de parler uniquement 20% du temps pendant ces 30 minutes et que le collaborateur puisse parler 80% du temps. Pour ce faire, en fait, c'est tout simplement commencer par un petit icebreaker juste pour entamer la conversation de manière un peu légère. Et puis ensuite, c'est de lui demander, voilà, tout simplement, comment est-ce que se sent la personne? Comment est-ce que tu vas? Après, en face de soi, le collaborateur, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec l'exercice. Donc, il y a des choses, des petites techniques qui permettent de dire, voilà, sur 1 à 10, tu te dirais que tu te sens comment en ce moment dans ton job, c'est quoi ton niveau d'énergie. Si la personne, elle te répond, par exemple, allez, je dirais 6, là, tu te dis, bon, 6, alors qu'est-ce qui te manquerait pour être à 10? Pourquoi est-ce que tu n'es pas à 10? Et là, ça permet, en fait, de générer des discussions où il va te dire, en fait, ouais, c'est vrai que ça va pas pour telle et telle raison, je me sens pas bien pour telle et telle raison, je me suis embrouillé avec tel collègue, j'ai ce projet-là qui me prend la tête, et voilà. Et tout ça, en fait, va permettre de faire ressortir, de faire jaillir beaucoup de choses de ce qui se passe dans la tête du collaborateur. Et si on n'a pas ce point qui est un peu sanctuarisé dans l'agenda, et en fait, c'est pas au quotidien, entre 2 réunions ou pendant une réunion de travail qu'on va permettre aux collaborateurs de s'y livrer. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir ce temps-là dédié, qui soit sanctuarisé encore une fois dans l'agenda, donc qui ne saute jamais. Je peux très rapidement peut-être expliquer en général pourquoi la majorité de ces points sautent. Souvent, les managers qui sont de bonne composition, ils le mettent dans les agendas, mais dans beaucoup de cas, ça saute. Et les 2 principales raisons, la première, c'est le temps. Le manager dit « j'ai pas le temps », alors qu'en fait, le temps, on l'a tous, et c'est une histoire juste de priorisation. Ouais. Et en fait, c'est un changement de mindset où chaque manager qui m'écoute, qui me lira ou qui t'écoutera demain, doit vraiment se dire que la priorité dans sa semaine, c'est son équipe, la priorité, c'est son collaborateur, et donc ce sont ses points one-to-one. Et si on vous cale une réunion sur ce créneau-là, en fait, c'est priorité au one-to-one, et on doit proposer à la personne qui m'a calé une réunion sur mon one-to-one de la reporter à plus tard. Donc en fait, le temps, on l'a et on doit le prendre. Ça, c'est vraiment indispensable. Et la deuxième raison, en général, c'est on a la peur de rien avoir à se dire. On se voit tous les jours, on communique. Plus tu le vois, généralement, plus tu as de choses à dire. Tu vas plus profondément. Ouais, en plus, mais parfois, c'est vrai que tu te dis, on s'est vu en réunion tout à l'heure, en réunion d'équipe, en truc en machin. Qu'est-ce qu'on va avoir à se raconter? Et ça, en fait, tout simplement pour faire sauter cette croyance, c'est de préparer les points. Parce qu'effectivement, si on les prépare pas et qu'on arrive les mains dans les poches, on va se regarder dans le blanc des yeux, on va se dire, merde, qu'est-ce qu'on va se raconter? Alors qu'évidemment, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des sujets à aborder avec le collaborateur. Et ça, c'est prendre du temps et pareil, de le caler dans l'agenda. C'est à peu près un quart d'heure, ça suffit, 10 minutes, un quart d'heure, mais que ce soit bloqué dans l'agenda pour le faire. Et là, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire passer comme message à mon collaborateur? Qu'est-ce que j'ai pu noter dans la semaine passée qui serait intéressant à aborder avec lui? Par exemple, ça peut être une prise de bec qu'il a eue sur l'open space avec tel collègue un peu
un petit peu, enfin voilà, une discussion un peu tendue. Ça peut être une présentation qu'il a particulièrement réussi et ce serait l'occasion du coup de lui dire pourquoi est-ce que selon nous, on pense qu'il a bien réussi sa prise de parole et pourquoi est-ce que, enfin, du coup de le féliciter, de le valoriser. Voilà, c'est de noter un peu au fil de l'eau tout ce qui se passe. C'est de faire passer les grands messages, de redescendre de l'information qui viendrait peut-être au niveau du groupe en fonction de l'organisation de sa boîte. Ça peut être un sujet plus de développement personnel pour l'aider à plus s'affirmer, à mieux animer une réunion, voilà, de lister un certain nombre de sujets. Donc voilà, ça doit être une priorité parce que le temps en tant que manager, on l'a et on doit le prendre. Sinon, en fait, c'est le seul moment de vrai pur management en fait, ces 30 minutes. Donc si on les pose pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment un manager, on est juste quelqu'un qui va signer une feuille de congé au moment où le collaborateur voudra poser ses jours, et ça s'arrêtera là. Alors qu'on est vraiment là pour l'écouter et l'aider à résoudre ses problèmes. Donc voilà pour ce qui est du one-to-one. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle, tu as évoqué le mot engagement tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, ouais, justement, en préparation, tu me parlais le mot Dream Team avait une résonance particulière justement dans le livre et c'était une vraie technique. Exactement. Alors déjà, en 2 mots, pourquoi Dream Team d'ailleurs ce titre c'est une question qui m'est souvent posée. C'est évidemment un clin d'œil au sport. Je ne sais pas si tu te souviens, Fred, moi j'avais 9 ans à ce moment-là. Peut-être un tout petit peu plus du coup. Exactement. L'équipe américaine en 92 lors des Jeux Olympiques à Barcelone, menée par Michael Jordan évidemment. Et des noms comme Magic Johnson, Michael Jordan, même si on n'est pas fanat de sport, forcément ce sont des noms qui évoquent quelque chose. Et en fait, pourquoi j'ai retenu ce titre Dream Team au-delà du clin d'œil et le fait qu'à 9 ans, moi j'étais comme un dingue devant ma télé dès qu'il y avait un de leurs matchs, c'est qu'en fait, ce qui était incroyable dans cette équipe, c'est que individuellement c'était les meilleurs dans leur domaine, mais que collectivement, quand ils étaient rassemblés ensemble sur un terrain, et ben en fait, ils devenaient encore meilleurs. Le collectif, le fait d'être ensemble réunis sur un même terrain, faisait que ils étaient chacun individuellement tirés vers le haut. Et je trouvais que c'était une super illustration et le titre du coup Dream Team est venu assez spontanément. Et pour revenir à ta remarque, effectivement, du coup, je me suis rendu compte en échangeant avec ces 450 managers qu'il y avait 5 éléments qui étaient indispensables pour avoir une équipe engagée. Et ces 5 éléments, je les ai un peu théorisés et rassemblés autour de ce mot Dream, donc rêve en anglais, puisque ces 5 lettres, D-R-E-A-M, sont les initiales de ces 5 fameux éléments. C'est un moyen mémotechnique finalement assez simple pour qu'en tant que manager un peu au quotidien, je me dise attends, Dream, il m'en a parlé, je l'ai lu quelque part, où est-ce que j'en suis par rapport à ces différents leviers? Et de manière très synthétique, ces 5 éléments, c'est le D de direction, donc c'est donner du sens, donc c'est prendre le temps en collectif et en one-to-one de réexpliquer un peu la mission de la boîte, de la business unit, de la division à laquelle on fait partie, de rappeler la mission de l'équipe, comment est-ce que l'équipe à laquelle appartient le collaborateur impacte cette mission et impacte en fait l'intégralité de la boîte, et comment et aussi quel est le sens du collaborateur, c'est-à-dire quelle est sa mission, lui en tant qu'individu dans l'équipe, quel rôle est-ce qu'il joue. Je ne parle pas de sa fiche de poste, encore une fois, je prends un peu plus de hauteur, c'est prendre le temps de discuter avec lui pour lui dire, voilà, toi, comment est-ce que tu te vois dans l'équipe, quelle est ta valeur ajoutée, c'est quoi ton rôle. Et par exemple, quelqu'un d'un peu senior dira, moi, par exemple, c'est de senioriser l'équipe parce que je me rends compte qu'elle est un peu jeune, donc je peux leur partager mon expérience, etc. Au-delà de dire, je suis chef de produit, donc je vais imaginer des fonctionnalités par rapport au marché, etc. Il y a la fiche de poste d'un côté, et puis on prend un peu de hauteur, on donne du sens à l'action. Et ça, évidemment, c'est indispensable pour que le collaborateur il comprenne finalement chaque matin pourquoi est-ce qu'il vient travailler. Il se lève de son lit pas juste pour répondre à des mails, prendre son téléphone et être dans des salles de réunion. Il se lève pour participer à un projet qui le dépasse presque, au niveau de l'équipe, au niveau de la division, au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est important de prendre le temps très régulièrement d'échanger avec ses collaborateurs. Le deuxième point, c'est le R de reconnaissance. Ça paraît tout con, mais pareil, c'est mettre en avant ses collaborateurs, les valoriser, leur faire du feedback à l'oral, à l'écrit, en one-to-one, en collectif. Quand on est mis en avant de la bonne manière, en fait, c'est des coups de boost incroyables et ça nous donne envie de nous dépasser toujours plus. Et ça, c'est à faire chaque semaine, je ne vais pas dire tous les jours, mais chaque semaine, un collaborateur doit recevoir un mot valorisant de la part de son manager. Sinon, mais après, ça doit être une valorisation juste. C'est-à-dire qu'on ne va pas en créer de toutes pièces parce que sinon ça sonnera faux. Et il faut à chaque fois aussi prendre le temps d'ailleurs d'expliquer pourquoi est-ce que, je trouve Frédéric que ta dernière réunion, j'ai trouvé super bien réussie parce qu'elle était très bien préparée, très bien timée, très bien rythmée. Tu as réussi à recadrer les gens de manière, voilà.
Et comme ça, la personne, elle comprend en plus pourquoi est-ce que vous la féliciter. Ça lui donne la voie à suivre, en fait, pour continuer à encore plus s'améliorer. Et si au bout de plusieurs semaines, vous n'avez toujours pas trouvé un seul point sur lequel valoriser votre collaborateur, là, pour le coup, il y aura peut-être des petites questions à se poser. Le E, c'est pour ce que j'appelle l'environnement social. Donc, c'est pas l'environnement au sens environnement de travail, parce que c'est pas un sujet de baby-foot ou de salle de sieste ou de ce genre de choses. C'est vraiment un sujet plutôt d'ambiance. L'un des troisièmes piliers, c'est donc l'ambiance. C'est comment est-ce que je réussis à créer une bonne ambiance dans l'équipe et qui fera que mon collaborateur il sera content de retrouver tel ou tel collègue. Et pour ça, il y a des techniques aussi dont je parle dans le livre. Je parle de l'équation de la bonne ambiance. Je vais pas avoir le temps là de rentrer dans le détail, mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont aussi qui vous assurent finalement d'avoir une bonne ambiance dans l'équipe. Le A, c'est pour autonomie. L'autonomie, en deux mots aussi, on n'est pas tous faits pour avoir le même degré d'autonomie. Donc l'idée, c'est de réussir à repérer et d'échanger librement avec son collaborateur pour savoir s'il a besoin vraiment lui d'être dirigé, d'être épaulé, d'être entraîné. Ce sont des postures managériales qui sont différentes et qui peuvent d'ailleurs évoluer dans le temps. Mais on a chacun notre seuil d'autonomie optimale. Et l'idée, c'est à chacun de réussir à s'adapter et à le trouver. Parce que quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté et avec qui on va être très autoritaire, ça va pas le faire. Et inversement, il y a des gens, ils se sentent perdus s'ils ont trop de liberté, pas assez de cadre. Et là, du coup, il faudra plutôt les cadrer. Mais ça, en fait, pour le faire, du coup, ça veut dire qu'il faut adapter son style de management en fonction du collaborateur et en fonction du moment. Parce que pareil, moi, sur un projet A, je vais peut-être avoir besoin de beaucoup de liberté parce que je suis dans ma zone de confort et je maîtrise. Mais sur un projet B un peu plus nouveau, là, je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'aide et de touchy parce direction. qu'il y a les managers, les directeurs, il y a du management transversal, des choses comme ça, et c'est un peu politique. Exactement. Ouais, exactement. Et donc tout ça, faut le prendre en compte. Et à la fois, et ça, en fait, ça passe tout simplement par la communication. C'est prendre le temps avec son manager de dire qu'est-ce que tu penses de mon style de management, toi, comment est-ce que tu fonctionnes, c'est quoi ton mode d'emploi en fait. Il y en a certains qui vont vous dire, moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'autonomie. Chacun a la son psychologie des couleurs, si tu es plutôt rouge, si tu es plutôt jaune, bien sûr, etc. Okay. Exactement. Et on le n'est pas tous M alors? sensibles aux mêmes choses. Alors le M, c'est pour la montée en compétences. Donc c'est en fait le fait qu'un collaborateur continue toujours à apprendre de nouvelles choses. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, si j'ai pour habitude de dire qu'un collaborateur qui n'apprend plus, c'est un collaborateur qui a déjà un pied dehors. Parce que en fait, si on n'apprend plus, en fait, au bout d'un moment, nécessairement, on va s'ennuyer. Et donc, je vais dire que au mieux, on va dire s'installer dans sa zone de confort, mais il va y avoir du coup petit à petit une petite baisse de exactement, donc une baisse de motivation et de performance, même sur son job, on va dire un peu historique. Et puis ça va en général jusqu'à de la démission, parce qu'au bout d'un moment, quand on s'ennuie trop, quand on n'a plus de challenge, un collaborateur aussi, du coup, il va en chercher ailleurs, ce qui est vraiment dommage parce que ou alors, systématiquement, au sein de la boîte, il y en a. Marché, et puis on va dire, mais pourquoi tu restes là? Tu peux gagner plus, machin, et voilà. Exactement. Donc voilà, donc il y a ces 5 leviers qui, selon les collaborateurs, selon le moment, sont pas à mettre tous au même niveau. Et il faut réussir à poser sur une feuille presque, sur un fichier, sur tiens, Frédéric, c'est mon collaborateur, félicitations. Et donc en fait, toi, je sais qu'après beaucoup de discussions avec toi, puisqu'on se connaît bien, je sais que toi, tu es particulièrement sensible à la reconnaissance et à l'autonomie. Donc c'est des 2 leviers que je vais particulièrement travailler avec toi. Et je sais qu'en travaillant ces leviers de concert avec toi, on va réussir à faire du super boulot ensemble parce que tu seras à fond dans ce que tu fais. Alors que si finalement, toi, apprendre de nouvelles choses pour le moment, c'est pas tellement le sujet. Si j'arrête pas de te mettre sur des nouveaux challenges et t'embarquer sur sortir de ta zone de confort, ça te conviendra pas. Et en fait, du coup, je fais souvent le parallèle avec les 5 langages de l'amour, qui est un bouquin que tu connais peut-être, de Gary Chapman, qui est un pasteur américain. Il est assez marrant ce bouquin, moi, je recommande à tout le monde de le lire parce que alors un résumé peut suffire parce que l'idée c'est de comprendre les 5 idées, mais en fait il explique bien les différents moteurs qui là pour le coup c'est appliqué aux relations amoureuses, mais on peut faire le parallèle et je le fais dans le livre sur le management dans l'univers professionnel parce que on est tous sensibles à des choses différentes selon les moments. Encore une fois, il y en a certains, ils ont des grosses passions en dehors du boulot, donc ils vont sortir à 17 heures du boulot, ça va être hyper important pour eux. Mais alors que si tu leur proposes une augmentation de 2% de leur salaire, ils en auront rien à faire. Et donc en fait, c'est vraiment à chaque fois de bien comprendre son collaborateur pour savoir à quoi est-ce qu'il sera sensible, parce que sinon, en fait, vous allez faire des gestes qui seront reçus par l'autre, ce sera des coups d'épée dans l'eau en fait. Donc et c'est le début de l'incompréhension qui peut amener du coup à voir des tensions, des conflits, des motivations et des démissions.
D'accord. Bah justement, là, c'est une bonne transition parce que on a parlé comment devenir un bon manager. Avant cela, il y a une étape qui est importante, c'est recruter la bonne personne. Donc, c'est pas comme Ouais. un coup de foudre amoureux. On attend la bonne personne pendant des années. Quand on est manager, ben, il faut recruter quelqu'un. Comment on fait? Quelles sont les petites astuces pour recruter la bonne personne et être sûr de ne pas faire une erreur? Ouais. Alors, bon, déjà, il faut savoir un truc, c'est que se tromper, ça fait partie du jeu. On n'est jamais sûr de rien en termes d'humain, et puis ce qui est vrai un jour, à un certain point donné, 6 mois plus tard, l'est plus. C'est aussi ça qui fait le côté passionnant de ces sujets. Mais donc déjà, arrêtez de se flageller. Tout le monde s'est planté, tout le monde continuera à se planter, parce que jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de robots absolus qui arriveront à prédire ce qui se passe dans nos têtes et dans nos cœurs. Mais il y a quand même des techniques qui permettent de minimiser en tout cas le risque d'erreur. Le premier outil moi que je recommande, c'est quand on veut recruter quelqu'un, c'est pas de se précipiter sur la fiche de poste à recruter la fiche de poste pour la diffuser sur les portails d'emploi. C'est de prendre le temps d'utiliser un outil qui s'appelle la scorecard, qui est un outil assez intéressant qui permet en fait de rationaliser finalement nos besoins et pour s'assurer de rechercher la bonne personne. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui peut prendre plein de formes différentes. Un Excel fait très bien l'affaire. Ou en fait, pour le poste en question, moi, ce que je recommande, c'est de diviser en 3 types de compétences. Ce que j'appelle les compétences carton rouge, qui sont les compétences, on va dire, indispensables qu'une personne doit avoir pour rejoindre l'aventure sur ce poste-là. Donc, ça peut être, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, ouais, la maîtrise des macros sur Excel. Si cette personne-là ne maîtrise pas les macros sur Excel, C'est pas la no peine. go, on n'y va pas. Et du coup, voilà. Ensuite, il y a les compétences carton jaune. Que j'appelle carton jaune, c'est celles que ça serait quand même vraiment pas mal. C'est les nice to have, tu vois. C'est vraiment celles, ce serait vraiment pas mal qu'il les ait. Après, s'il l'a pas, bon, c'est pas bloquant. Et après, il y a le carton vert. Ça, c'est vraiment les petits plus qu'on a repérés pendant les entretiens qui peuvent faire éventuellement la différence en cas d'égalité entre deux candidats. Et l'idée, c'est de lister ça sur 2 volets, ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences, on va dire, comportementales. Voilà, par exemple, je veux quelqu'un de curieux. Ça, je considère que pour le poste en question, en fait, c'est indispensable. Et ça, du coup, je vais le mettre en rouge. Et quelqu'un qui ne sera pas suffisamment curieux, je considérais que je peux pas avancer. Et après, la question qu'il faut se poser, c'est OK, mais c'est quoi une personne curieuse? Parce que tu vas me dire, comment est-ce qu'on fait pour tester une personne curieuse? C'est là où l'intérêt de la scorecard, c'est qu'elle vous permet derrière de construire un guide d'entretien très concret pour vos entretiens d'embauche, où en fait, vous avez dit, OK, pour le poste de chef de produit, je considère la curiosité être une compétence rouge indispensable. Et donc, il faut l'intégrer dans notre entretien. Et donc, OK, par exemple, ça peut être des questions du type, comment est-ce que vous aimez chercher de l'information? Comment est-ce que vous êtes renseigné sur ce poste-là? Comment est-ce que vous êtes renseigné sur notre entreprise? La dernière fois que vous êtes sorti du Est-ce que vous cadre, regardez c'était les quand? produits? Comment? Est-ce que vous êtes allé voir les produits des Exactement. concurrents ou des choses comme ça? Ou est-ce que vous êtes allé sur C'est ça. LinkedIn? Et c'est ça. Et si la personne a des réponses un peu plates et un peu superficielles sur ce volet-là, on va dire, c'est en tout cas pas le niveau de curiosité que moi j'attends pour ce poste-là. Et ça permet vraiment de rationaliser les choses et pas de se dire juste, ah bah il est sympa, il a bien répondu là-dessus, Ouais. ok on avance. C'est vraiment après, c'est prendre sa grille et de se dire, ok, ça je lui mets combien sur 5, ça je lui mets combien sur 5, et on peut même mettre des règles un peu plus précises. À moins de 3 sur 5, hop, en fait je m'arrête, etc. Et à chaque fois rouge, jaune, vert. Donc là, le premier outil, la scorecard, c'est un très bon outil qui permet de se poser. C'est un investissement, c'est pas du temps perdu. C'est de prendre le temps de se poser là-dessus. Et la suite, en fait, derrière, ça vous permettra vraiment au moment de débriefer, notamment si vous êtes plusieurs à rencontrer la personne, c'est vraiment de débriefer sur ces différents axes et prioriser, en fait, ces différents axes. Donc la scorecard, c'est un premier sujet. Et ensuite, quand on est un petit peu plus loin dans le process de recrutement, ce qui marche très bien et ce qui m'a été remonté par beaucoup de managers, vraiment, notamment plutôt dans l'univers startup, parce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, et nul doute que ça arrivera de plus en plus vers les grands groupes, c'est l'immersion, deuxième outil, qui est le fait de faire venir concrètement un candidat avec qui on est plutôt très avancé, mais avant de lui faire une offre, c'est en fait de le faire venir dans les locaux de l'entreprise entre une demi-journée et une journée. Alors ça peut paraître assez lourd, mais en fait, changer de boîte et démarrer un nouveau poste, à la fois côté, on va dire, employeur et côté collaborateur, c'est quand même un choix non Important, neutre, oui, parce bah qu'en oui. général, quand on démarre un job, exactement, quand on démarre un job, c'est plutôt pour plusieurs mois, plusieurs années, enfin voilà. Donc finalement, qu'est-ce que c'est à cette échelle-là, une demi-journée ou une journée? Et le coût de l'erreur de casting peut être très important.
Donc finalement, c'est un investissement qui, le ROI est tout de suite au rendez-vous. Et l'idée, c'est de faire venir cette personne une demi-journée, une journée. Et comme ça, au moins, pendant une journée, elle sera au bureau. Donc, elle sera là. Les codes de l'entreprise, elle commencera, voilà. Elle rencontrera au déjeuner, pendant les pauses, etc., différentes personnes de la boîte. Vous pouvez l'intégrer à des brainstorming, des petits exercices assez faciles sur lesquels elle pourrait, sans rien connaître, peut-être déjà apporter un peu de valeur. Vous pourrez faire quelques points one-to-one pour éventuellement échanger avec elle sur les grands enjeux que vous auriez. Et rien qu'en testant voilà, ces petits moments avec elle, ça vous permettra vraiment de voir, de vous projeter ou non avec cette personne. Et c'est à double sens, parce qu'en fait, si le problème, après, c'est que c'est la personne qui se sent mal dans son job, parce que finalement, elle s'est trompée, en fait, le coût de cette erreur, vous le supporterez également en tant qu'employeur. Aussi, c'est lui rendre service. Exactement. C'est toujours à double sens, la relation dans les points one-to-one, dans le recrutement. C'est terminé, en fait, l'époque du grand patron, grand employeur qui est dans son grand bureau, vous reçoit et vous dit quoi faire et vous dit vendez-moi ce stylo. Et ça, honnêtement, c'est des techniques un peu de l'ancien monde. Maintenant, dans cet univers de guerre des talents, il faut réussir à séduire maintenant les candidats. Hein. C'est presque l'inverse. C'est plus les 15 personnes qui attendent dans la salle d'attente et puis vous, next, machin, c'est plus comme ça que ça se joue, c'est presque l'inverse. Donc, il faut vraiment toujours veiller à ce qu'il y ait un équilibre aussi, ça c'est important. Donc ça, l'immersion, c'est vraiment clé. Et vraiment, ils m'ont dit, ça permet de diviser par 3 en général les sources d'erreur de recrutement de ceux qui les ont mis en place. Et le troisième point, pour conclure, c'est le référent professionnel. Donc, c'est le fait de contacter des anciens managers, collègues, maîtres de stage. Et donc ça, c'est des choses assez classiques qui existent depuis longtemps. Mais là, je vais vous donner, par exemple, un petit tip, et j'en donne d'autres, dans Dream Team, pour que ces moments-là ne soient pas juste une discussion un peu de comptoir. On va me dire, bah oui, Frédéric, il est super, il est très sympa, il est souriant, il est compétent. Que tu as donné en référence, il ne va pas te casser. Tu leur as dit en avant, bon, Exactement. Tu dis du bien de moi et surtout, tu dis ça et ça. Exactement. C'est pour ça qu'il en faut toujours 2 pour éviter le syndrome du meilleur copain, quoi. Et idéalement, un ancien manager. Et ça, maintenant, c'est vrai qu'avec des outils comme LinkedIn, ça permet quand même de pas mal vérifier les choses. C'est pour ça qu'il en faut 2 pour éviter le syndrome du bon copain qui va dire que vous êtes le plus génial de la Terre. Et donc, lorsque vous allez avoir l'ancien manager dans un monde idéal de la personne, et à la limite, si la personne ne veut pas vous donner le contact de son manager actuel, parce que le manager actuel n'est pas nécessairement au courant que la personne cherche un emploi, c'est d'aller chercher plus ancien. Et à la limite, si la personne est très jeune et qu'elle n'a pas un parcours professionnel comme ça, aller chercher dans les maîtres de stage, dans les profs à l'école, etc. Vous pouvez toujours trouver. Et une fois que vous avez cette personne-là, la question qui tue, entre guillemets, à poser, c'est en fait de demander la chose suivante, c'est de dire, OK, j'appelle ton ancien manager Frédéric, je vais lui dire, voilà, je vous contacte au sujet de Frédéric, on est très intéressé par son profil, mais ça m'intéressait d'avoir un peu un retour sur votre expérience avec lui. Est-ce que vous diriez que Frédéric fait partie des 5%, des 10%, des 20% ou des 50% de vos top collaborateurs que vous avez jamais eu dans vos équipes? Et ce qui est très intéressant dans cette question, c'est que ça force en fait le référent à se positionner et à rationaliser son choix. Plutôt que juste de dire, Frédéric, il est super, il est génial, il est très compétent, machin. Et vous vous rendrez compte d'une chose, pour l'avoir d'ailleurs testé, moi, à titre personnel, c'est que le manager, enfin, le référent professionnel va pas vous mentir. Il vous dira pas, il fait partie des 5% s'il ne le pense pas. Mais il va vous dire, ouais, il fait partie plutôt des 20%, qui est déjà très bien, 20%, attends, bravo Frédéric. Mais, et là, ce qui va être intéressant, c'est ensuite, ok, 20%, alors qu'est-ce qui lui manque finalement, qu'est-ce qui lui manquait pour être aux 5%? Et ça, c'est des petites questions, des petites techniques qui, en fait, vous permettent là, la personne va se dévoiler un peu les potentiels, les points d'amélioration, on va dire, de Frédéric. Et pourquoi est-ce que, et donc ça va permettre de faire tomber le masque. Et encore une fois, moi, je l'ai testé. Il y a à peu près, je pense, 25 personnes qui m'ont dit avoir utilisé cette technique, et les 25 m'ont dit à chaque fois, ça permet de faire ressortir des choses super intéressantes. Et en plus, c'est des choses derrière que vous pouvez partager avec le candidat en disant, oui, c'est vrai que c'était intéressant, il m'a noté tel point. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, ça permet de voir aussi plus la capacité de la personne sur le sujet du feedback. Par exemple, si vous avez une culture du feedback assez importante dans votre boîte, parce qu'on n'a pas parlé de feedback, mais ça, c'est un outil aussi évidemment indispensable dans son management au quotidien. Mais ça permet aussi de voir comment est-ce que la personne va réagir par rapport à… Ça permet de faire le lien entre le référent professionnel pour que vous puissiez prendre de l'info, la restituer
aux candidats et ça vous permet encore plus de capitaliser là-dessus et de faire un effet de levier aussi intéressant pour récupérer finalement un maximum de matières qui vont bien au-delà du simple entretien qui va durer 45 minutes. D'accord. Bah, c'est super enrichissant. Est-ce que tu as un dernier tips à nous donner, que ce soit pour le management, le recrutement ou la motivation? Ou tiens, allez, on va faire un truc fun. Comment se séparer, enfin pas fun justement, comment se séparer correctement d'un salarié? Puis après, donc, bah, tu nous diras quelques mots sur la Dream Team et où on peut le trouver, ce fameux livre. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est pas évident, mais du coup que j'aborde dans le livre parce il est clé en fait. Déjà, il y a un premier point et on l'attribuerait, on n'est pas sûr, au patron de Virgin, à Monsieur Branson, qui aurait dit It's better to have a hole than an asshole in your Ouais. team. Désolé pour mon accent, mais en gros, ça veut dire qu'il vaut mieux avoir un trou dans son équipe qu'un trou du BIP. Voilà. Et en fait, ça c'est un premier point, c'est que et il y a un deuxième mantra aussi que je cite dans le livre qui est évidemment indispensable, que vous avez peut-être déjà entendu, mais qui sauve la vie de beaucoup de managers, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. Et en fait, ces deux-là, déjà, c'est que en fait, quand il y a un problème avec un collaborateur, dans on va dire 90% des cas, malheureusement, avec le temps, ça ne s'arrange pas. Ouais, Et donc en fait, il faut faire preuve de courage managérial. Et plus tôt vous prendrez le taureau par les cornes, mieux ça se passera pour tout le monde. Et c'est pas un service à rendre à un collaborateur qui pose problème de le maintenir dans l'entreprise. Parce que je pars du principe qu'un collaborateur, il est jamais mauvais en soi, c'est qu'il n'est pas dans le bon contexte. Et maintenir ce que j'appelle dans le bouquin une brebis galeuse dans le troupeau, c'est pas bon pour le reste de l'équipe, c'est pas bon pour vous, et c'est pas bon pour le collaborateur, encore une fois, en question, qui pose problème. Ouais, parce que Donc c'est si les autres ouais, bossent à fond et qu'il y en a un qui glandouille, les gens vont se dire mais pourquoi moi je bosse là-dessus? C'est vraiment exactement. pour rien, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. En général, celui qui pose le plus de problèmes, c'est celui qui est excellent techniquement, mais qui a un très mauvais état d'esprit. Parce que, en fait, en général, c'est celui à qui on s'attaque en dernier, parce qu'il est très bon, donc on se dit, mais mon Dieu, mais je vais pas m'en séparer. C'est en gros, c'est Neymar, tu vois, c'est Neymar au PSG, le mec qui fout la merde dans le vestiaire, mais qui est sur le terrain, un génie, quoi. Il marque tous les buts, etc. Tu vas te dire, mais je peux pas. Sauf qu'en fait, encore une fois, en termes de retour d'expérience, c'est à chaque fois la même chose. Avec le recul, plus tôt tu s'en sépares, mieux tu le fais. Et ce qui est recommandé, peut-être dernière technique du coup, pour se séparer concrètement du collaborateur, une fois qu'on a pris la décision et qu'on prend son courage à deux mains, c'est ce qu'on appelle la technique des 3 points. C'est de commencer par prendre le collaborateur en one-to-one pour lui exposer le problème, en discuter avec lui et voir ce qu'on peut faire pour l'aider en fait à sortir de cette mauvaise passe et voir ce qu'on peut mettre en place donc pour que ça s'améliore dans le futur. Et là, c'est du coup, dans ce point-là, poser le cadre en exposant le problème, en l'écoutant et en co-construisant avec lui une sorte de mini plan d'action pour les semaines à venir. Et là, c'est de refixer, du coup, dans la foulée, un nouveau point. En général, ce qui est recommandé, c'est de le faire un mois plus tard, parce que ça permet quand même de voir un peu ce qui se passe, en lui mettant donc une échéance et puis des choses très concrètes à réaliser d'ici là, soit en termes de comportement, soit en termes de production, quel que soit le sujet. Là, on fait le deuxième point. Et là, si ça va toujours pas, bah, on refait la même chose. On réexpose le problème en lui expliquant que bah, ça fait quand même la deuxième fois et que voilà, et on remet le cadre dans un mois. Malheureusement, si la situation s'est pas améliorée, bah, il y a des chances que ce soit plutôt un rendez-vous préalable à un licenciement. Voilà. Et comme ça, en fait, ça permet deux choses. À la fois de permettre aux collaborateurs de redresser la barre. Et si malheureusement il n'y arrive pas ou qu'il ne le veut pas pour X ou Y raison, bah, c'est au moins de cadrer ça dans le temps et de ne pas laisser pourrir la situation. Parce que c'est ça en général le principal problème, c'est que personne n'a envie de s'attaquer à ça, personne n'a envie de virer quelqu'un, personne n'a envie d'avoir une discussion un peu musclée. Pourtant, en fait, malheureusement, c'est terrible. Bah, il faut le faire. Plus tôt vous le ferez, mieux ce sera pour la personne en question, mieux ce sera pour le reste de l'équipe et mieux ce sera pour vous et aussi votre charge mentale. Hein. C'est ça qui, en général, malheureusement, les situations compliquées comme ça, elles se transforment en tension, en conflit, en guerre des tranchées. Et ça peut être le début de choses vraiment pas drôles comme des burn-out. Hein. Ça commence en général comme ça. Donc, prendre son courage à deux mains, pas tarder, et mettre en place la règle des 3 points pour donner sa chance aux collaborateurs et prendre des décisions importantes et pour tout le monde si malheureusement elles doivent être prises. Donc, le troisième P, c'est quoi? Parce que le premier P, c'est le premier entretien entre mails avec le plan d'action. Le deuxième P, c'est le deuxième un mois plus tard. Et le troisième? Le troisième, malheureusement, du coup, ça veut dire que si la personne, après 2 essais, a pas réussi finalement à atteindre ses objectifs et a toujours soit un mauvais état d'esprit, soit pas le niveau de production, de qualité, de rigueur qui est attendu pour ce poste-là,
et ben là, il faudra envisager, alors tous les cas sont possibles, hein, soit de le réorienter en interne Dans sur un autre l'entreprise. poste En tout cas, là, dans c'est l'entreprise définitif. On prend ou une même s'en décision séparer. et ça va pas continuer. Exactement. Trancher pour pas rester dans un statu quo. Et après, c'est peut-être éventuellement une formation, éventuellement un nouveau poste en interne, une rupture conventionnelle. Tous les cas sont possibles après. D'accord. Alors, je te propose maintenant, Ludo, qu'on passe justement à savoir où on peut trouver ton livre, la fameuse Dream Ouais. Team. Bah, c'est assez simple. Alors, étant donné que je suis en auto-édition, les circuits de distribution sont pour le moment assez restreints, mais on peut le trouver sur Amazon, tout simplement. Vous tapez Dream Team Amazon, vous tombez tout de suite dessus, ou Dream Team Management. À la FNAC également, à la fois sur le site de la FNAC.com et également dans les plus grosses FNAC parisiennes et de région parisienne. Et de toute façon, il est commandable aussi dans toutes les FNAC de France. Il n'est pas forcément en rayon. Il est en rayon uniquement dans Paris. Et après, de toute façon, aussi votre libraire peut normalement le commander en direct. Le plus efficace restant Amazon ou d'aller le chercher dans une FNAC parisienne. D'accord, Ludo. Ben, merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a un petit site internet où on peut aussi te retrouver et avoir des informations sur Ouais. toi, ton livre, etc. Ouais, exactement. Alors déjà, moi, ce que j'essaie de faire au maximum, c'est de discuter avec un maximum de lecteurs. Donc, c'est à la fois de me retrouver sur. Alors, moi, je suis très actif sur LinkedIn, Twitter et Instagram. J'incite les gens d'ailleurs à me contacter s'ils souhaitent discuter de management pour aller plus loin de points que j'aborderai dans le livre. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après, il y a mon site internet qui est tout simplement ludovic-giraudon.com où ils peuvent retrouver un certain nombre de contenus, d'articles. Ils peuvent télécharger aussi des contenus complémentaires au livre. En fait, pour télécharger des outils que j'ai concoctés suite à toutes ces rencontres-là et qui permettent de pratiquer, de mettre en application certains conseils qui parfois juste avec un bouquin, on se sent un peu sec. Là, ça permet d'aller plus loin. Donc voilà, je dirais essentiellement LinkedIn, Twitter, Instagram et puis mon site internet et puis les différentes plateformes sur lesquelles on peut trouver le livre. Ben, merci, Ludo, puis à bientôt. Ben, un grand merci à toi, Frédéric, et à bientôt. Au revoir.